Récit d'Éternum. Lettre de Frédérico. Chaque matin. J'ai informé dame Isabella de la nouvelle. Elle avait déjà perdu ses 2 frères l'an passé, alors le décès de ses parents l'a terriblement affectée. Je ne lui ai pas encore parlé des dettes contractées par son père, puisque j'examine toujours les comptes. Perdre sa famille, mais aussi leur héritage, en l'espace d'une seule année, quelle tragédie! Les dettes semblent être en faveur de Red Sign, une nouvelle compagnie. Je ne la connais pas, mais son père et ses frères ont versé de grosses sommes pour leur société mixte, ainsi que l'exploration des îles autour du Nouveau Monde. C'est assez déroutant, mais j'analyse chaque information avec soin. Dans son malheur, Isabella reste forte. Chaque matin, elle va prier aux abords de leur chapelle. J'ai demandé au prêtre local de lui rendre visite pour la soutenir un peu. Visite au monastère. Nous avons voyagé en calèche plusieurs jours durant, mais je n'ai pas été invité à entrer. Isabella a rendu visite à l'homme dans sa cellule, seul. Ils ont parlé plusieurs heures durant. À son retour, ses yeux brillaient, et là où le poids des jours passés pesait sur elle, je détectais un nouveau souffle. J'avais déjà vu ce regard. Il ne me plaisait guère. C'était la même lueur qui brûlait dans les yeux de son frère et de son père. Inquiet, je lui ai demandé comment la conversation s'était déroulée, et elle m'a dit que le secret qu'il gardait n'était pas l'azote, mais qu'il incarnait lui-même ce secret. Il était la preuve vivante que la fontaine de jouvence existait bien, et qu'elle offrait la vie éternelle à quiconque la découvrait. L'île d'Azote n'était pas une légende. Je lui ai demandé en quoi ce savoir lui serait d'une quelconque utilité. Elle a ri. Il va nous conduire là-bas. Le prisonnier. Selon Isabella, l'île évoquée par ce prisonnier s'appelle Vita Aeternum. J'ignore s'il s'agit du nom du prisonnier ou bien d'une de ses divagations. Toutefois, le nom est resté, ainsi que l'offre du prisonnier. Cette fontaine de jouvence a allumé un feu en Isabella, et elle s'est trouvée une mission. Je lui ai prudemment demandé de se reposer, mais elle refuse. Le simple fait de savoir que la fontaine se cache quelque part l'aide à passer à l'action. Mais la couronne s'est montrée moins compréhensive, car Isabella a eu le malheur de parler de la source de la fontaine. Ils étaient prêts à appuyer sa requête pour voir le prisonnier hérétique, mais la fontaine de jouvence lui a valu une réponse plus méprisante. Si elle y avait pensé, elle aurait pu adopter une tactique différente. Mais les dettes de son père eurent un effet inattendu. Les promesses de l'azote. Si Isabella avait choisi de mentionner plus souvent l'azote dans ses échanges avec la couronne, je pense que l'expédition se serait déroulée différemment et elle n'aurait probablement jamais été notre capitaine. La couronne n'était pas la seule à être intéressée par l'azote. Les rumeurs sur les propriétés de cette substance ont déjà fait le tour de toutes les nations, surtout auprès des alchimistes. Des compagnies se sont même créées afin de la trouver ou de la reproduire. Même si certains ne croyaient pas vraiment à l'histoire de l'hérétique, ou bien ne la connaissaient pas, ils avaient peur d'être rejetés, car leur nation finançait ces expéditions. Apparemment, les compagnies étaient plus réactives que la couronne. Si l'on en croit les registres, l'une d'entre elles s'était déjà associée à la famille d'Isabella, et son père avait une dette considérable envers eux. L'hérétique. Je me demande encore comment les compagnies ont pu s'organiser aussi vite. Le Nouveau Monde en inspirait beaucoup, mais ceux qui ont déjà débarqué sur le nouveau continent n'ont toujours pas trouvé la moindre source d'azote. La seule preuve vient des prédications d'un fou. L'Église l'a mis en prison. Mais j'ai peur qu'en l'enfermant, on accorde plus de crédit à ses déclarations. Ils ne semblaient pas convaincus de cette vérité, mais ils l'acceptèrent. Isabella a reçu beaucoup de visites le mois dernier. Il voulait des détails. Je pensais qu'elle voudrait qu'il soit tenu à l'écart, mais avec le temps, j'ai réalisé qu'elle autorisait les visites pour le bien des négociations. Un nom hérétique.
C'était un prêtre, m'a dit le père Dante. Comme si c'était évident. Et il blasphème souvent. Il prétend que nous vénérons la mauvaise puissance, que le divin repose sur la terre et que Dieu est un mensonge. J'ai dû lui dire qu'une personne comme lui aurait été exécutée depuis longtemps. Le père Dante secoua la tête, puis il se mit à murmurer comme s'il complotait. « Il paraît qu'on a déjà essayé, mais ça ne marche pas. » Je crois qu'il cherchait à se moquer de moi, mais sa plaisanterie a simplement prouvé sa bêtise. Un contrat. J'ai examiné le contrat signé par Isabella et j'ai remarqué que l'empreinte du sceau était inhabituelle. Comme d'habitude, la cire était rouge, mais la géométrie étrange du symbole rendait presque la couleur cramoisie. Je n'en comprenais pas le sens, mais je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder. Quand Isabella vit que je regardais le sceau, elle m'expliqua qu'elle avait déjà aperçu ce symbole dessiné en rouge dans la cellule de l'hérétique, mais pas dans la cire. L'azote n'est pas la vraie richesse de cette île. Vita aeternum ne se résume pas à une fiole de feu bleu, même si l'on peut en extraire en grande quantité. Cela ressemblerait plutôt à un champ prêt à être récolté. L'expédition. Je ne sais pas comment Isabella s'est débrouillée pour se retrouver aux commandes de l'expédition. Je ne sais pas comment elle a négocié, ni où elle a obtenu l'or nécessaire pour les 3 navires de l'expédition. Je soupçonne un contrat avec Red Sign. Comme Isabella, la compagnie croit vraiment à la présence d'Azote. Les 3 navires de l'expédition, le Santiago, le Santa Maria de la Consolation et le San Cristobal, doivent appareiller dans quelques mois. Reste à savoir leur destination. Ont-ils l'intention de parcourir tout l'Atlantique ? Qu'a-t-elle bien pu leur proposer ? Elle n'avait ni or, ni terre à son nom, et elle ne jouissait pas d'une influence notable. L'embarquement. Le jour où l'expédition a pris la mer, j'ai découvert ce qu'avait négocié Isabella. C'est un homme sale et voûté, enchaîné sous les ponts du Santa Maria de la Consolation. Il a une grande barbe et des yeux comme des braises incrustés dans son visage. Il avait des fers aux poignets et aux chevilles, bien qu'il n'ait nulle part où s'enfuir. Pour éviter peut-être qu'il ne cherche à sauter par-dessus bord et se noyer. Elle avait libéré l'hérétique de la cellule où l'Église le retenait. Ce type est à peine humain, et il est supposé nous guider ? Si j'avais su, je n'aurais jamais embarqué. J'ai peur. Qui sait où les paroles de cet homme nous mèneront ? Au fond de la mer, ou pire, en enfer ? Il s'agira d'un endroit loin de la grâce de Dieu, c'est certain. J'ai ensuite appris que Red Sign cherchait à s'emparer depuis longtemps des connaissances de l'hérétique à propos de l'île d'Azote. Sa seule réponse, qu'il guiderait uniquement Isabella et qu'elle devait être capitaine. Ainsi, il les guiderait vers Vita Aeternum. Isabella a payé un bien lourd tribut. L'absence d'Isabella. Les journées d'Isabella se résument principalement à parler avec l'hérétique dans la cale. C'est inquiétant. Chaque conversation semble la calmer. Elle ajuste le cap après chaque discussion. Curieusement, l'équipage se soucie peu de la présence de cet homme, sauf le père Dante. Certains doivent penser qu'il a été emprisonné au début du voyage pour un crime, mais ils se trompent. Je crains le jour où ils apprendront réellement son rôle. Lorsqu'ils sauront qui dirige réellement le navire, je crains qu'il y ait une mutinerie. La mer est contre nous. L'expédition se passe mal. D'abord le manque de vent, maintenant la tempête. Nous semblons tourner en rond sur l'océan. C'est comme si les indications de l'hérétique servaient à nous coûter du temps, nos réserves alimentaires et notre foi. Mais Isabella insiste pour que l'on continue. Les réserves s'amenuisent. Parmi l'équipage, les esprits s'échauffent. Je crois que l'équipage
s'en prendrait à Isabella si elle n'avait pas ses nausées. Pas à cause du voyage, mais de la fièvre qui semble la frapper quand les vents se calment. Le père Dante prend soin d'elle dans ces moments-là. Lorsque la tempête s'abat sur le pont, son autorité et sa maîtrise forcent le respect. Tout le monde la craint. Sa présence éteint la moindre velléité de trahison. Elle se sert, toujours avec conviction, de petits détails pour intimider les autres. Une drôle de façon de commander. Moi aussi je la crains. Je n'ai jamais parlé des lettres, ni du journal, pour relater notre voyage. Je ne suis pas sûr que cela plairait à Isabella. Louve de mer. Le Santiago et le San Cristobal semblent un peu mieux voguer que nous. Une tempête a failli nous séparer du Santiago, mais la pilote en chef, Case, du San Cristobal, a retrouvé le navire et l'a ramené à nous. Pour la deuxième fois, Case a pu nous sortir de la tempête. C'est la seule à pouvoir le faire, j'en ai bien peur. J'ai rarement croisé Case au port. Je la prenais pour une servante. Elle viendrait des Antilles, mais n'est pas une esclave, curieusement. Mais je prie pour que nous ne la perdions pas avant d'apprendre que l'on doit faire demi-tour, car elle est extrêmement douée, ou bien chanceuse. Les deux me conviennent. Mutinerie galopante. La dernière tempête a failli nous achever. Elle finissait à peine que les choses commençaient à s'envenimer sur le pont. Une bagarre avait éclaté. L'autre jour, un homme en aurait insulté un deuxième qui a décidé de le poignarder. Ils ont tous les deux rejoint l'hérétique au fer. Les rumeurs autour de sa présence enflent et suscitent des passions parfois violentes. Père Dante dit qu'il est maudit, que son influence diabolique s'étend sur tout le voyage, y compris sur le capitaine. Si l'on ne trouve pas bientôt d'indices sur Aeternum, une mutinerie ne tardera pas à éclater. Capitaine Isabella reste indifférente. Je crains qu'elle ne s'en aperçoive trop tard. L'orage. Nous avons d'abord perdu de vue le Santiago. L'idée de son naufrage nous hante, mais il nous a été impossible de distinguer ses lumières quand les grandes vagues secouaient notre navire. Dieu seul sait ce qu'il est advenu de ce navire et du San Cristobal. Nous luttons pour survivre, cette nuit est peut-être la dernière. Dans le bruit assourdissant de la tempête, j'ai tout de même entendu des rires. Ça venait de la cale. C'était l'hérétique. Je ne sais pas ce qui l'amusait. Il a mené Isabella dans cet enfer, et nous avons été assez idiots de les suivre. Le capitaine débarque. Nous sommes en vie. Une grande partie de l'équipage manque à l'appel, mais le capitaine Isabella ne se décourage pas. Elle a parcouru les rives à la recherche de fournitures et de survivants. Notre navire s'est échoué sur le récif. C'est comme si les rochers s'étaient levés pour briser la coque du bateau et s'en faire une couronne. J'ai l'impression que nous sommes coincés ici car le navire a l'air irréparable. Cette pensée me fait froid dans le dos. Mais Isabella ne semble pas inquiète. Nous ne sommes pas les premiers navires échoués sur cette île. Les épaves des bateaux précédents jonchent les plages, certains ont l'air familiers, d'autres paraissent beaucoup plus vieux. J'ai demandé à Isabella si l'on devait chercher l'équipage du Santiago et du San Cristobal. Elle a plutôt insisté sur l'importance d'explorer l'île, d'en apprendre davantage sur notre environnement. Elle ajouta que nous devions penser à nous, avant tout. L'hérétique a survécu. Il nous attendait, pieds et poings liés, sur la plage. Quand il nous a vus, il a souri. Du sable lui recouvrait le front, le visage et les lèvres, comme s'il avait embrassé le rivage en guise de bienvenue. Premier bivouac. Nous avons pu établir un campement avec ce qu'il restait du bateau. Cette île, Vita Aeternum, est maintenant notre maison en attendant les secours, pour le meilleur ou pour le pire. Le capitaine Isabella ne se préoccupe pas des deux autres navires et de leurs survivants.
et a simplement ordonné de partir à la recherche des rescapés de notre bateau qui allait s'échapper dans l'île. Je me rends compte maintenant qu'elle s'inquiète. Ce qu'elle cherche est déjà peut-être entre leurs mains. C'est étrange, mais je la comprends. J'ai retrouvé la boîte qui contenait les journaux et les lettres. Tout était sec et intact. Je l'avoue, j'aurais préféré que la mer relâche plutôt une caisse de provisions, mais l'écriture m'apaise. 2e jour. L'équipage, déjà sur le point de mourir de faim avant la tempête, s'est mis à chasser et à faire des réserves, mais Isabella refuse que l'on s'éloigne. Elle a ordonné de lui rapporter toute découverte et de n'entreprendre aucune expédition sans son accord. L'hérétique n'est pas d'une grande aide. J'ai bien l'impression qu'il n'a jamais mis les pieds sur Eternum. Il se moquait de ceux qui chassaient et qui cueillaient en faisant des remarques étranges. « C'est inutile. Eternum est une terre d'abondance. Personne ne mourra de faim ici. C'est impossible. » Ses élucubrations m'insupportent et le bruit de ses chaînes m'agace. Et dire qu'il a survécu alors que d'autres... Cela me fait penser que la seule justice ici, c'est celle que nous faisons. La vigueur d'Isabella. La santé d'Isabella s'améliore depuis notre arrivée. Quand la fièvre monte, elle semble plus calme sur terre, comme si son esprit était enfin ancré sur les rives d'Eternum. La détermination dont elle a fait preuve dans les heures les plus sombres du voyage est toujours là, avec un côté plus cruel. Lorsque l'équipage revient de la chasse ou d'une patrouille, elle pose beaucoup de questions, à la recherche du moindre mensonge. J'ai pris soin de cacher mes pages de journal. Je sais qu'Isabella n'aimerait pas leur contenu, car cela ne montre pas le voyage et ses objectifs sous leur meilleur jour. Je pourrais tout brûler, mais ma main hésite. Tout ce que j'ai écrit est vrai. Si je détruis tout, Isabella sera la seule à pouvoir raconter l'histoire, et j'ai peur qu'elle soit loin de la vérité. Signé Federico.